Donc dossier 4, question 1. Donc l'hémogramme, il y a une hyperlymphocytose et il y a des grands lymphocytes basophiles. Donc c'est un syndrome mononucléosique. Ok, alors comme pour tout à l'heure, là ton hyperlymphocytose elle est isolée. Il n'y a rien d'autre, il n'est pas pancytopénique, et donc c'est important de le mettre aussi. Et il y a une chose qui est importante chez ce patient, c'est que ces lymphocytes ils sont polymorphes. Et alors il y a d'autres petites anomalies que les cytologistes recherchent en faveur d'un syndrome mononucléosique, mais par rapport à une hémopathie maligne avec des lymphocytes circulants, parce que le grand diagnostic différentiel c'est ça, c'est que ce soit polymorphe. Si toutes tes cellules elles ont la même tête, ça sent très très mauvais. Après il y a d'autres arguments qu'il faut rechercher, c'est le rapport nucléocytoplasmique. Quand il est très élevé, ça évoque toujours une pathologie maligne. Alors c'est une mononucléose infectieuse à EBV, probablement. C'est une mononucléose infectieuse ou une primo-infection à EBV, c'est la même chose. C'est le diagnostic le plus probable ici. Il y a beaucoup d'infections qui peuvent donner des syndromes mononucléosiques, mais effectivement avec une adénopathie, et une angine, c'est ce qu'on évoque le plus. Ok, donc quels examens complémentaires réalisez-vous? Donc pour confirmer le diagnostic, on peut faire un MNI test et les sérologies anti-VCA, anti-EBNA, je ne sais plus laquelle. Il faut rechercher une cytolyse hépatique. C'est laquelle la dernière? EBV. Diagnostic EBV. Donc il faut rechercher une cytolyse hépatique associée à la mononucléose infectieuse. Et dans les diagnostics différentiels, on pouvait faire devant le VIH avec le corps du patient et le CMV pour tout ce qui était les adénopathies et l'angine. Voilà. La question qui se pose dans ça, c'est est-ce qu'il faut faire une cytoponction ganglionnaire à ce malade? Est-ce que vous pouvez passer à côté d'autres choses? Est-ce que vous pensez que ça va vous aider à faire le diagnostic? La cytoponction, en général, ça ne fait pas le diagnostic non plus. Non, mais ça oriente le diagnostic. Mais la réponse, vous l'avez sous les yeux. Donc, c'est qu'effectivement, on ne fait pas de cytoponction ganglionnaire quand on a un contexte infectieux évident. En plus, parce qu'un ganglion de mononucléose infectieuse, ça peut être difficile de ne pas se tromper et de ne pas surdiagnostiquer une hémopathie parce que les cellules sont un peu... Donc, globalement, quand on a un contexte infectieux évident, une adénopathie, un foyer infectieux à côté, on ne fait pas une cytoponction systématique. Et c'est l'intérêt des questions d'après. Donc le traitement. Le traitement, donc il est symptomatique. Donc pour la mononucléose, il faut du repos et il faut traiter l'angine. Donc on peut faire un drainage rhinopharyngé et puis antalgique s'il est douloureux. Ok. Globalement, effectivement, après, mesure de prévention de la dissémination et vérifier quand même que son adénopathie disparaît bien parce que il y a quelques cas de diagnostic un peu retardé parce qu'on a fait un épisode infectieux. Donc si son adénopathie ne disparaît pas, on la cytoponctionnera, voire on la biopsiera si on va avoir si on va avoir un diagnostic formel. Donc oui, on fait une cytoponction parce qu'on n'a pas d'argument infectieux majeur et on a une adénopathie volumineuse récente avec un syndrome compressif, cave supérieure. Donc on recherche une cause tumorale à l'adénopathie. Donc la question 6, la patiente présente un syndrome de lisse tumorale. Donc le terrain, elle a un lymphome de Burkitt. D'autre part, on voit à la biologie une uricémie augmentée, des LDH augmentés, une hypocalcémie, une hyperphosphorémie. Donc ça confirme le syndrome de lisse tumorale. Et pour la physiopathologie, en fait, c'est une lyse. Le syndrome de lisse tumorale, c'est une lyse spontanée des cellules tumorales ou induite par chimiothérapie, et ça libère essentiellement de l'acide urique, et donc l'insuffisance rénale, ça va être dû à la précipitation des cristaux d'acide urique. Ok, donc
effectivement, c'est la destruction des cellules et c'est accumulation de tout ce que vous avez dans la cellule, en particulier potassium, acide urique qui résulte de la dégradation des acides nucléiques. Et la principale complication, c'est l'insuffisance rénale. Donc, c'est pour ça qu'on hydrate les patients avant de débuter une chimiothérapie. Et quand un patient a une masse tumorale importante, il faut toujours l'avoir en tête parce qu'une fois que votre patient a plus de rein, un rein qui ne marche plus, parce que quand on fait un vrai syndrome de l'hélice tumorale et qu'on a un rein qui ne marche plus du tout et qui ne récupère pas, on ne peut plus faire de chimiothérapie, ou du moins ça devient très très compliqué. Donc il faut y penser. Alors le traitement, moi j'ai mis que c'était une hydratation abondante et donc corriger les désordres hydroélectrolytiques, surtout l'hypercalémie qui est dangereuse, et surveiller le ionogramme, et faut introduire prudemment la chimiothérapie. Enfin, regarder un peu si c'est... Ok, effectivement, la base, c'est l'hydratation, c'est ce qui est le plus important. Pour certaines hémopathies, en particulier pour le lymphome de Burkitt, on met quasiment systématiquement parce que c'est vraiment une des maladies qui est le plus à risque du Fasturtec. Et dans ce cas-là, il faut pas alcaliniser les malades parce que c'est physiopathologique. Quand vous alcalinisez, une fois que vous mettez du Fasturtec, vous avez plus d'acide urique. Donc l'acide urique, c'est plus un problème. Les patients, ils ont 0 d'acide urique à H6. L'acide urique, c'est plus un problème. Donc là, le problème, ça reste les cristaux de phosphocalcique. Et là, si vous les alcalinisez, vous accélérez la précipitation. Donc si vous mettez du Fasturtec, vous les alcalinisez pas. Si vous en mettez pas, vous les alcalinisez. Et qu'ils ont un acide urique élevé. Mais en général, ça va. Il ne faut jamais rajouter de calcium. Les patients qui ont 1,60 de calcémie, vous ne corrigez pas la calcémie parce que c'est pareil, quand on rajoute du calcium, on favorise la précipitation. Il faut penser que c'est des patients qu'il faut hémodialyser précocement et pas attendre qu'ils aient l'insuffisance rénale majeure pour les hémodialyser. Et voilà, après c'est le traitement étiologique effectivement, et à faible dose, ils ont déjà des stigmates de lyse. Pour la sérologie VIH, oui. Eh ben, on va la faire parce que c'est souvent associé avec les lymphomes de Burkitt. Et dans ce cas-là, ça modifierait la prise en charge thérapeutique. Ok. Donc globalement, il faut vraiment y penser. C'est des maladies qui sont extrêmement... c'est pareil, c'est comme le Hodgkin, c'est très fréquent. Et si vous restaurez pas, vous débutez par un traitement antiviral, vous restaurez pas un système immunitaire efficace, par le traitement antiviral, vous ne pouvez pas les guérir. Par ailleurs, ils font quand même beaucoup plus de complications parce qu'ils sont déjà extrêmement immunodéprimés et c'est des traitements qui sont adaptés à la sérologie. C'est pareil, en hématologie, globalement, il faut faire des sérologies HIV à tous les malades. Il y a des associations dans quasiment toutes les hémopathies. Cela dit, c'est ça. Les bilans transfusionnels est de façon assez discutable, plus obligatoire. Est-ce qu'on cytoponctionne toujours un ganglion avant de le biopsier? L'intérêt de la cytoponction, c'est qu'elle te donne un diagnostic rapide. D'accord? Si ça a une valeur prédictive positive. Il y a des pathologies. Le lymphome de Burkitt, c'est une pathologie assez particulière parmi les autres lymphomes. C'est que si on a besoin de débuter un traitement en urgence, on se contente de la cytoponction et de l'aspiration médulaire sur lequel on fait la cytogénétique, tout ça. Parce que c'est des patients qui arrivent souvent effectivement avec des énormes masses tumorales et qu'on ne va pas attendre 4 jours d'avoir un bloc opératoire pour les biopsier et tout ça. Mais sinon, globalement, la cytoponction, c'est une orientation. Pour les patients, ça va plus vite pour savoir ce qu'ils ont. Nous, ça nous oriente dans la prise en charge et éventuellement dans le complément du bilan, mais ce n'est pas systématique. Si tu as une adénopathie qui fait extrêmement tumorale, tu peux d'emblée envoyer ton patient à la biopsie. Et par contre, si tu as un doute et que tu fais une ponction et que tu retrouves du pus, ça arrive d'avoir des ganglions qui font purulents. Mais là, c'est pareil, il faut se méfier, il faut contrôler.
Il y en a eu un, adénopathie purulente, tout ça. Et puis 3 mois après, il est revenu parce que ça avait regonflé et c'était une maladie de Hodgkin. Wow. Ça a probablement quelque chose à voir, mais il faut vraiment vérifier. S'il y a un syndrome de Lees avéré, on fait du fast tech. D'accord ? C'est un vrai syndrome de Lees, quoi. C'est pas... Le zylorique, on le fait chez les patients qui sont à haut risque. En gros, chez les patients qui ont des très fortes masses tumorales, des lymphomes B à grandes cellules au début. Éventuellement, une LLC peut faire un syndrome de Lees quand on débute le traitement. Et donc, chez la plupart des malades qui ont des gros syndromes tumorales importants, on leur met du zylorite. S'ils ont déjà des petits stigmates de Lees et une forte masse tumorale, ce qui va souvent ensemble, on va leur mettre du Fasturtec. C'est quasiment du curatif, mais en préventif. Mais il y a des gens qui mettent du Fasturtec que aux patients qui ont un syndrome de Lees tumoral avéré ou un lymphome de Burkitt, et qui, chez tous les autres, n'utilisent pour des questions financières de l'anopurinol, parce qu'ils trouvent que ce n'est pas justifié.